Personne, mais quand même je connais Frédéric, je connais Chandra, Martine et Eva, donc c'est déjà pas mal. Alors voilà, Frédéric m'a demandé si je serais d'accord pour intervenir dans le cadre de ce vernissage d'une exposition d'une certaine façon inspirée par la physique et plus précisément inspirée par la pensée du physicien le plus célèbre de tous les temps, Albert Einstein. Et j'ai répondu favorablement, d'autant plus spontanément et que je ne suis pas physicien, mais mathématicien. Et donc il y a une différence importante entre les mathématiciens et les physiciens, c'est que les physiciens s'intéressent principalement au monde réel, alors que les mathématiciens s'intéressent au reste. Alors, cela dit, il y a de toujours, on pourrait dire d'une certaine façon, des relations étroites entre les mathématiques et la physique. Donc, voilà, je connais un petit peu la pensée d'Einstein, et nous sommes d'emblée dans le paradoxe, puisque cette exposition qui est double, puisque nous avons d'un côté des trains qui ont été rapportés à Schrödinger, et non pas à Einstein. Schrödinger qui est un physicien fondamental pour la physique quantique, alors qu'Einstein est d'abord et avant tout le physicien de la relativité. Et puis il y a en quelque sorte, si je dis une exposition double, puisque dans cette partie là-bas, il y a des gens qui attendent leur bus, alors que ceux-là sont déjà dans leur train. Oui. Donc tout est d'emblée sous le signe du double et de la différence entre ceux qui attendent leur bus et ceux qui sont dans leur train, entre Einstein et Schrödinger, puisqu'en effet, la relativité qui c'est ce que dit Frédéric, c'est ce qui est écrit ici dans le texte d'Adrien Denel, c'est cette idée de la relativité, la façon dont on perçoit les choses quand on est dans un train, en mouvement. Est-ce que vraiment on est en mouvement ou est-ce que c'est le reste qui est en mouvement et cette relativité, eh bien, elle est pas forcément en conflit à proprement parler, mais dans une relation difficile avec la physique quantique que Schrödinger représente. Donc, sommes-nous ici sous le signe de la relativité, un certain type de pensée, ou sous le signe de la quantique, qui est une manière de penser très différente de la relativité, et il est difficile d'articuler les deux. Donc, des différences, des choses en double qui s'articulent curieusement ou difficilement. D'emblée, cette question est posée, et cette question se pose aussi en regardant les photographies. Nous sommes quand même là pour ça. Et notamment, pour ce qui concerne celles qui m'ont d'emblée interpellé, donc ce train de Schrödinger, eh bien, il y a un sentiment, là encore, pour ce qui me concerne, je ne sais pas comment vous le voyez, mais il y a une question qui se pose tout de suite, qui est le fait que ces personnages sont, ils sont dans le même bateau, quoi. J'ouvre une parenthèse, parce qu'évidemment c'est un train, c'est pas un bateau, c'est un wagon, mais c'est un wagon compartimenté, et ils sont ensemble. Je dis dans le même bateau, peut-être dans la même galère, s'il y a un problème sur la voie et que le train doit s'arrêter, ça s'arrête pour tout le monde. Donc il y a bien un destin partagé. De même que les gens qui attendent leur bus, certains ont l'air d'être vraiment ensemble, peut-être de parler ensemble, et d'autres, même ceux qui ont leurs écouteurs dans les oreilles, peut-être parce qu'ils ont un masque anti-pollution comme leurs voisins, ou simplement parce qu'ils attendent le même bus, partagent aussi quelque chose, de manière plus ou moins consciente peut-être. Mais je disais bateau parce que la relativité, c'est pas Einstein le premier physicien de la relativité, c'est peut-être Galilée. Et Galilée, lui, parlait de la perception que l'on a du mouvement quand on est sur un vaisseau, sur un bateau.
Et alors, donc je disais, il y a une question qui se pose d'emblée, c'est, ok, est-ce qu'on est ensemble dans ce train ou dans cette galère, ou est-ce qu'on est chacun dans notre petite cellule, puisque ce véhicule est compartimenté, donc il y a des cellules qui n'ont pas l'air de communiquer les unes avec les autres, chacun est dans un petit univers parallèle, éventuellement sans aucune relation manifeste avec les autres, hein. Surtout ceux qui ont effectivement des écouteurs sur les oreilles, mais même les autres. Parfois, ceux qui sont face à face, on pourrait se dire, ben, oui, eux au moins sont dans le même compartiment, mais c'est pas sûr, hein. Ils ne se parlent pas, ils ont l'air d'être dans leur univers, ça dépend. Certains communiquent, mais on a un univers qui est à la fois donc une unité, et puis en même temps morcelé, compartimenté, avec de la solitude au sens de l'isolement. Et donc la question d'emblée pour moi, c'est celle de l'un et du multiple, celle du lien et de la séparation. Voilà donc, j'ai pris des notes pour ne pas me perdre, et donc voilà la question. Bon. Alors, le fil que je suivrai, d'abord, c'est plutôt celui de la quantique que celui de la relativité, dans la mesure où justement cette question de l'un et du multiple, elle est posée dans la quantique, avec la question de savoir ce que c'est que des parties, des morceaux d'un système. Par exemple, l'univers entier, c'est un système, et nous, chacun de nous en sommes, semble-t-il, quelque chose comme un morceau. Mais c'est quoi une partie d'un tout? C'est quoi un morceau d'une totalité? Eh bien, dans le cadre de la physique quantique, il y a des pistes, non pas exactement pour comprendre ces questions, mais plutôt pour cesser de croire qu'on les a comprises, à vrai dire. Et parce que c'est très déroutant. La physique quantique est très déroutante, mais elle est porteuse d'interprétations qui dépendent des formulations de la physique quantique. Il y a plusieurs formulations différentes de la physique quantique, et ces différentes formulations ne suggèrent pas forcément les mêmes interprétations. Et notamment, il y a un phénomène très important en physique quantique qu'on appelle l'intrication quantique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui n'a jamais entendu parler de l'intrication quantique? Ah oui, d'accord. Et qui a entendu parler de l'intrication quantique? Bon, vous voyez, c'est un peu mélangé. C'est déjà intriqué d'emblée, un peu. Et donc, cette intrication quantique, elle concerne des morceaux d'un système unique, et la manière dont ces morceaux sont, en fait, éventuellement... assez, enfin pas totalement séparables, restent relativement inséparables, disons. Et c'est le cas, bon, c'est l'exemple que l'on donne toujours de deux photons, deux particules qui ont interagi à un moment, et même si ces deux particules vont avoir des destins très différents et s'éloigner considérablement l'une de l'autre, ces deux particules vont rester dans certaines conditions, donc ce qu'on appelle intriquées, c'est-à-dire qu'elles deux vont continuer à former ensemble en fait un système unique, duquel il est d'une certaine manière impossible d'extraire chacune d'elles complètement, et donc en formant un système unique, il y a comme quelque chose qui les relie profondément, sans pour autant que l'on puisse dire par exemple qu'il y a une information qui passe de l'une à l'autre, puisque cette information devrait être transmise de manière instantanée, et ça contredit la relativité d'Einstein. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Einstein n'aimait pas trop la physique quantique. Il lui reprochait d'être finalement une théorie de type télépathique, quoi, hein. Et il n'aimait pas trop ça, mais les expériences qui ont été faites 30 ans après la mort d'Einstein ont confirmé la physique quantique, et donc plutôt contredit
le sentiment d'Einstein. Donc entre ces deux particules, il y a effectivement un lien qui n'est pas celui d'une transmission d'informations, mais qui est celui d'une unité sous-jacente à leur dualité. Bon. Et c'est donc voilà, quelque chose d'assez mystérieux, et bien que n'étant pas physicien, et donc n'étant pas physicien quantique, je me suis intéressé à un moment à ce phénomène de l'intrication quantique, et notamment dans le fait que peuvent être en intrication non pas seulement 2 particules, mais 3, ou 4, ou 5, ou un nombre quelconque de particules qui peuvent se trouver intriquées. Et ça donne lieu à des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, lorsque vous avez 3 particules qui sont intriquées, elles peuvent être intriquées d'une façon telle que, d'une certaine manière, effectivement, les 3 sont intriquées, mais 2 à 2, elles ne sont pas intriquées. C'est uniquement globalement que les 3 sont intriquées. Et ça, c'est une structure qui est, en fait, qui porte un nom, même si ce n'est pas très connu de mes collègues, c'est une structure borroméenne. Et les structures borroméennes, ce sont les structures de ces rondes ficelles qui sont entrelacées de manière à être libres 2 à 2, mais globalement à être attachées. C'est un type de structure qui a notamment passionné le psychanalyste Jacques Lacan. Et il y a trouvé une manière de parler des relations entre les instances psychiques qu'il appelle le réel, le symbolique et l'imaginaire. Vous voyez qu'en tirant le fil, on voyage beaucoup. Et alors, en fait, pour revenir sur le cas de l'intrication de 2 particules, parce que c'est un petit peu plus simple, je vais vous proposer une équation qui est la suivante. Vous allez voir, c'est très simple, bien qu'un petit peu déroutant de prime abord. Disons, ici je dirais 1 plus 1 égale 2. Là, vous avez deux personnages qui sont face à face, mais qui n'ont pas l'air de communiquer. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 2 personnages? Eh bien, au minimum, rien. Bon, ce qui est déjà un point de départ intéressant. Alors, il représente, de ce point de vue, une opération mathématique qu'on appelle, d'un nom absolument délicieux, qu'on appelle l'union disjointe. Donc alors, ils sont ensemble de la manière qui les implique le moins possible, c'est-à-dire en n'ayant rien à partager, quoi. Et donc c'est ce qui donne lieu à la formule 1 plus 1 égale 2. Mais c'est une autre formule que je voudrais vous proposer. Il y a certainement des exemples, et c'est la formule suivante, c'est 1 plus 1 égale 3. Alors 1 plus 1 égale 3, évidemment, c'est pas exactement le même plus que dans 1 plus 1 égale 2. Mais disons, c'est une formule qui traduit ce qui peut se passer lorsque un rencontre un autre, mais qu'il y a effectivement une rencontre. Et s'il y a une rencontre, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose en commun, mais cette chose en commun, c'est ce qui va leur permettre de former ensemble une unité, une cellule, leur petit univers existe, c'est-à-dire qu'il y en a un, il y en a un autre, et puis il y a le troisième qui est l'univers qu'ils forment ensemble. Éventuellement un couple, ou éventuellement le produit de ce couple. On ne sait pas ce qui peut se passer après. Il y avait une pub pour les portables au tout début des portables. Bon, bref, alors, donc, 1 plus 1 égale 3. Pour bien l'expliquer, il faudrait que je vous explique la théorie des topos de Grothendieck, et je ne vais pas le faire. Mais voilà. Mais via cette théorie, on peut comprendre que le troisième, dans ce 1 plus 1 égale 3, peut s'interpréter selon le point de vue, soit comme donc ce qui les unit, soit comme quelque chose de l'ordre d'une frontière entre les deux. C'est assez mystérieux. Ça dépend vraiment du type de structure mathématique à travers lesquelles on regarde cette relation. Et d'ailleurs, ces frontières, elles sont intéressantes aussi parce que ce sont des frontières qui sont fractales en général.
Mais vous voyez, ce qu'on pourrait retenir de ce que je raconte là, c'est que, en fait, vous n'avez pas, dans toutes ces dualités que j'ai évoquées, dans ces différences qui sont en même temps des rencontres, vous n'avez pas d'un côté et définitivement le fait d'être ensemble, et puis d'un autre côté l'isolement total. Il y a effectivement en tant qu'extrême dans toutes les structures mathématiques sous-jacentes, ce qu'on appelle la connectivité, ce qu'on appelle la topologie, il y a effectivement des structures extrémales qui sont, disons, d'un côté celle du morcellement complet, de la dispersion totale, l'absence totale de relation entre des morceaux qui n'existent chacun que par eux-mêmes, tout est explosé. Et puis à l'autre extrême, quelque chose de l'ordre de la fusion totale, d'une unité voilà, dans laquelle finalement les parties, les individus sont comme noyés. Hein. Mais évidemment, ce qui est très intéressant, c'est ni la fusion totale, ni le morcellement complet. Hein. C'est en général ce qui se passe entre les deux. Alors, pour conclure, je vais juste évoquer un objet mathématique qui m'a donné à penser récemment. Je l'avais déjà rencontré dans mon travail, mais c'est tout récemment que je me suis dit, mais il y a là quelque chose de réellement passionnant. Cet objet mathématique, vous voyez, j'ai évoqué des relations à deux, qui engendrent quelque chose comme un troisième. Hein. Et puis, évidemment, il y a des relations plus nombreuses. Chaque wagon, d'une certaine manière, exprime une relation qui implique peut-être 10 ou 20 personnes. Il y a toutes sortes de relations multiples. L'univers semble bien être organisé par, comme ça, des structures qui intègrent des composantes qui, une fois intégrées dans ces structures plus vastes, se mettent à interagir avec d'autres et participent à des élaborations plus complexes. Hein. Nous avons des organes dans notre corps qui sont en interaction les uns avec les autres, que chacun de nous forme une unité, nous sommes en interaction les uns avec les autres, et puis nous formons des groupes, des collectivités, des institutions, etc., etc. Donc il y a cette idée systémique, comme ça, qui incorpore des relations multiples de toutes sortes, non seulement donc des relations binaires, mais des relations à 3, des relations à 4, peut-être des relations impliquant une infinité de composantes. Mais si on regarde dans l'autre direction, non pas avec un nombre toujours plus nombreux de participants, mais si on regarde vers le nombre minimal de participants à une interaction. Donc voilà, vous avez les interactions à 2, binaires, les relations, disons, binaires. Et puis, vous avez les relations à 1, la relation avec soi-même, évidemment, c'est fondamental. Mais on peut aller encore un cran plus loin. Et donc, je vous invite à considérer ce qu'on pourrait appeler les relations à 0. Donc, il n'y a plus aucun participant. Et il n'y a plus personne. On pourrait dire qu'il n'y a plus rien. Mais là, il y a un mystère. C'est que, mathématiquement, on se rend compte, si on regarde de près, qu'il y a 2 relations à 0 possibles. Une relation vide et une relation pleine. Et la relation vide, elle a, lorsqu'elle se combine avec les autres, un effet tout à fait destructeur. On pourrait dire que c'est le vide nihiliste, si vous voulez, hein, qui va tout détruire, tout casser, tout annihiler. Et puis, il y a une relation à 0 qui a un effet totalement différent, qui est de la relation pleine, à 0, et qui, elle, est totalement respectueuse de toutes les autres relations. Elle est dans une espèce de neutralité. Et c'est ce que j'appellerais, une forme d'unité non fusionnelle. Et pour moi, évidemment, c'est quelque chose de très abstrait et de très difficile à partager, parce que derrière, il y a des structures mathématiques. Si je vous décrivais ces structures mathématiques, ça n'aiderait pas forcément beaucoup, d'ailleurs. Mais juste, je voudrais, pour conclure, partager avec vous, parce que je pense que c'est intéressant de le considérer par rapport à cette question de l'un et du multiple. C'est donc cette unité non fusionnelle qui a une saveur très particulière,
une saveur comme ça, qui à la fois effectivement est de l'ordre d'une vacuité, mais une vacuité non destructrice, une vacuité qui est respectueuse d'absolument toutes les relations. Voilà, alors je vous remercie.